il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans cette 4e conversation littéraire avec Alain Maboncou, animée par Rodney Saint-Éloi. Noire Amérique est une série du Centre de la francophonie des Amériques et de l'Alliance française à Chicago. Mais c'est une série qui est soutenue par plusieurs partenaires. Et ici et maintenant, je tiens très chaleureusement à remercier nos nombreux partenaires. Donc, merci à la Délégation générale du Québec à Chicago, merci au Consulat général du Canada à Chicago, merci à American Association of Teachers of French, merci au service culturel de l'ambassade de France à Chicago, merci aux mémoires, aux éditions Mémoires d'Encrier et évidemment merci à la Fédération des Alliances françaises aux États-Unis. Écoutez, je vous vois très nombreux déjà connectés. Bienvenue vraiment à tout le monde dans cette rencontre littéraire. Et je tiens à partager avec vous quelques consignes techniques. La conversation littéraire avec Alain Maboncou sera de durée de 35 minutes, suivie de périodes de questions de 15 minutes. Je vous invite à dialoguer, à poser des questions, à commenter le propos de M. Maboncou et surtout à lui poser des questions. J'aurai l'occasion de choisir quelques-unes et les transmettre directement à M. Maboncou. Et voilà, donc c'est comme ça que ça se présente notre tour de table. Donc, sans plus tarder, je voudrais passer la parole à M. Luc Doucet. M. Luc Doucet est l'administrateur du Centre de la francophonie des Amériques et il souhaite vous dire quelques mots. Monsieur Doucet, c'est à vous. Merci bien, Alexandra. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Comme Alexandra disait, je suis Luc Doucet, membre du conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques, et je vous parle de chez moi, de Dieppe, en Acadie du Nouveau-Brunswick, en l'est du Canada. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette 4e conversation littéraire noire d'Amérique d'une série de 5. Je veux vous remercier d'être avec nous ce soir. Nous avons eu plus de 800 inscriptions, puis là, je vois tout de suite qu'il y a 279 participants. Et puis, je suis convaincu qu'on va avoir une augmentation des participants au fur et à mesure. C'est tout simplement extraordinaire. Je désire féliciter tous les organisateurs et les partenaires de cet événement parce que c'est réellement un événement. Cette réussite témoigne du besoin de parler du vivre ensemble sous le signe du respect, de l'entraide et du partage. Ce qui caractérise, bien sûr, cette belle francophonie des Amériques. Cette série permet le dialogue. Je crois que la francophonie doit contribuer à développer une meilleure solidarité entre nous. Elle peut bâtir des ponts entre les cultures et les communautés. Une initiative comme celle-ci sert aussi à développer une francophonie plus forte, plus inclusive, riche de sa culture et de sa diversité. Parce que lorsqu'on parle vraiment de la francophonie, on parle de diversité. Parce qu'il y a plusieurs francophonies des Amériques et puis il y a plusieurs façons de s'exprimer avec notre belle langue française. Et puis, c'est qu'en fait sa richesse, les accents de la francophonie sont pour moi de la musique à mes oreilles. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous, encore une fois, une très belle rencontre et je vais être avec vous pour toute la durée de la rencontre. Excellent, merci beaucoup, Monsieur Doucet. Et sans plus tarder, la parole va maintenant à Madame Linda Witt, la présidente de Fédération des Alliances françaises aux États-Unis. Madame Witt, c'est à vous. Merci, cher Luc, Alain, Rodney et chère Alexandra. C'est un grand honneur pour moi de participer aujourd'hui à l'ouverture de la séance. Cette série de rencontres littéraires aborde des questions contemporaines et historiques qui occupent toutes nos pensées. La Fédération des Alliances françaises USA est donc très heureuse d'offrir son soutien à ce programme essentiel et nous apprécions beaucoup le travail d'organisation qu'effectue non seulement le Centre de la francophonie des Amériques, mais aussi nos collègues à l'Alliance française de Chicago. En effet, l'Alliance de Chicago est une des 105
Alliance française aux États-Unis, qui fonctionne en solidarité dans le but de promouvoir la langue française et les cultures francophones. Le français est une langue dynamique sur le territoire américain. Les alliances elles-mêmes comptent plus de 850 000 heures d'enseignement chaque année et des milliers de gens assistent également aux événements francophones. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Alain Mabankou en octobre 2020 à l'occasion de notre réunion nationale et il va sans dire que ses livres figurent très souvent dans les discussions de nos cercles de lecture à travers les États-Unis. C'est donc un très grand plaisir de vous revoir, Alain, et de vous écouter aujourd'hui. Merci. Excellent. Excellent. Merci beaucoup, Madame Witt, pour votre mot de bienvenue. Et maintenant, je voulais dire quelques mots à propos de notre animateur, l'animateur de la série Noir Amérique, c'est M. Rodney Saint-Éloi qui orchestre chaque rencontre littéraire. Rodney Saint-Éloi, c'est un homme qui porte plusieurs chapeaux, qui remplit plusieurs fonctions, voilà, qui remplit plusieurs fonctions dans sa vie. Donc, éditeur, poète, essayiste, animateur. C'est celui qui donne dans sa maison d'édition Mémoire d'Encrier la parole aux auteurs des origines diverses. Rodney Saint-Éloi a à son actif plusieurs œuvres, l'œuvre la plus récente, très touchante, c'est l'œuvre qui est consacrée à sa mère quand il fait triste, Bertha chante. Aujourd'hui, Rodney va nous guider, va nous permettre de rencontrer M. Alain Mabankou. Alain Mabankou et Rodney vont parler, j'espère, de la francophonie et surtout des différents imaginaires qui habitent l'œuvre riche de M. Mabankou. Donc, sans plus tarder, Rodney, je vous cède la parole et on vous écoute. Nous, tout le public, tous les gens qui sont connectés, on va vous suivre. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup Alexandra, merci à tous les gens qui sont ici et qui viennent écouter Alain Mabankou. Ils sont nombreux, surtout de très jeunes qui sont partout dans le monde. Et excuse-moi parce que Alain Mabankou, c'est un ami, c'est un frère, donc c'est un peu difficile de jouer le jeu comme si j'étais un animateur et lui, il serait l'écrivain. Donc on va se tutoyer. Je vais commencer par présenter Alain en disant que c'est un romancier, c'est un poète, c'est un essayiste congolais. En fait, on ne connaissait pas trop bien la ville qu'on appelle Pointe-Noire. C'est Alain qui nous a donné Pointe-Noire. C'est vraiment l'ambassadeur du Congo partout dans le monde. Si on dit Pointe-Noire, c'est un peu grâce à Alain Mabankou qui a commencé à écrire très, très jeune. Il est arrivé en France à 22 ans avec beaucoup de manuscrits dans ses bagages. Il a publié en 1998 son premier roman Bleu, blanc, rouge. Et ensuite, il a continué. Et puis, mais ça a complètement fracassé tout l'espace littéraire francophone avec un livre dont j'étais le premier lecteur quand il a terminé ce livre. Il m'a empêché de dormir. Il m'a secoué. Il était chez moi. Il m'a dit, lis ça. Et je me suis réveillé pour lire et c'était Verre cassé. J'ai dit, Alain, mon frère, tu vas casser tous les verres, tous les plafonds avec ce livre-là. Et effectivement, Verre cassé a fait beaucoup de bruit et Alain le savait et on était sûr. Depuis, Alain publie chez tous les éditeurs, chez Fayard, chez Gallimard, chez Présence africaine, chez Seuil, chez Plomb, chez Mémoire d'Encrier ici aussi au Québec. Donc, Alain est vraiment, en fait, dernièrement au Collège de France, Alain était accueilli. Alain, en fait, c'est l'homme de toutes les vies littéraires. C'est l'homme qui, de tous les honneurs aussi. Il a eu le prix Renaudot pour Mémoire de Port Épique, publié en 2006. Il a eu ce prix-là. Et il a écrit un fameux essai, une lettre à James Baldwin. Et bien, on va retourner beaucoup sur James Baldwin. C'était en 2009.
Alain, et merci d'être là et bonjour Alain. Bonjour, bonjour Rodney. Je pense que le portrait que tu viens de me faire est très flatteur. Ça me va droit au cœur puisque en dehors du fait que nous avons des relations éditoriales, littéraires, mais nous sommes avant tout des frères, puisque j'aurais pu vivre là-bas, là où tu te trouves à Montréal, j'aurais pu vivre dans ta maison. C'est une amitié qui date de longtemps. Tu fais partie de mes rares premiers lecteurs. Et Dieu sait que le plus souvent, je suis très égoïste pour faire lire mes livres, mais je sais que toi, quand tu me lis, tu oublies la relation et tu me juges avec une certaine sérénité qui me fait réfléchir. Donc, merci pour cette sorte de tribune que tu me donnes pour parler au monde aujourd'hui. Merci beaucoup, Alain. Donc, on va voir avec ton dernier livre qui a le titre qui nous concerne beaucoup et qui concerne le centre de la francophonie, parce qu'on est en train d'interroger ici les Amériques. Ça s'appelle l'Amérique noire. Et ton livre, et je pense que quand on commençait, initiait la réflexion sur, en fait, l'Amérique et à inviter des écrivains sur, en fait, dans cette série Noire-Amérique, j'ai beaucoup pensé à toi parce qu'il y a toute une série que toi, tu as fait aussi sur l'Amérique noire, ça fait quelque temps. Et puis, j'étais en train de lire aussi avec voracité ton livre Rumeurs d'Amérique tu m'as complètement, en fait, tu m'as complètement déplacé. Je m'attendais à un Alain Mabanckou beaucoup littéraire, très littéraire, un essayiste très dans la pensée. Et je pense qu'il y a une profondeur assez particulière dans ce livre qui m'a beaucoup ému. Je commence par la phrase en exergue où tu cites Andy Warhol qui dit « Chacun a son Amérique, à soi », et puis des morceaux d'une Amérique imaginaire qu'on croit être là, mais qu'on ne voit pas. Ça, c'est Andy Warhol. J'aurais aimé te demander, Alain, où donc est ton Amérique à toi? Quelle est cette Amérique? Est-ce que tu peux nous parler de... C'est une question que je continue toujours à me poser parce que chaque fois que je tente de définir l'Amérique, elle change le temps même que ma phrase n'est pas terminée, que j'ai une autre définition de l'Amérique. Donc, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'habite ici aux États-Unis et j'avais pris du temps pour écrire sur l'Amérique, mais tout simplement parce que ce qu'on pourrait appeler la vastitude, l'étendue, peut-être la dimension peut-être macroscopique des États-Unis fait qu'il est difficile de peindre cette société d'un trait de crayon. Il faut toujours changer de couleur, changer de stylo, changer de page. Et moi, j'envie ceux qui arrivent une semaine ici et qui rentrent en France ou à Québec et écrivent des livres de 900 pages pour se prendre pour des spécialistes. Moi, je n'arrive plus et je n'arrive pas à définir cette Amérique. C'est pour ça que je l'ai vu sous l'angle de la rumeur. Rumeur d'Amérique est une sorte de regard rapide, peut-être synoptique, de ma condition d'immigré aux États-Unis, mais aussi comment je vois les autres qui sont arrivés sur cette terre, dans ces pays, pour chercher quelque chose. Mais tu dis au regard synoptique, mais je dirais aussi souterrain, parce qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est vraiment, par exemple, les musiciens. Par exemple, en fait, ton regard s'est porté vers ce que j'appellerais les angles morts, les mendiants, les gens qui circulent. Alors, lorsque tu circules, et etc. Donc, le mendiant à qui tu as offert le sandwich et qui te dit non, quand tu vois qu'on... J'aime beaucoup aussi il y a une chaleur, un dialogue, c'est très chaud aussi, ce livre-là, qui est à la limite de l'essai, à la limite du roman. Et il y a une conversation sur l'Amérique dans ce livre qu'on a vu rarement. Donc, une Amérique des bas-fonds. Moi, j'ai toujours pensé que la meilleure façon de décrire une situation, c'est de décrire les marginalités. Le centre n'est pas en soi quelque chose qui m'intéresse. La majorité, peut-être riche, n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce sont les vies qui ont été brisées parce que ces vies ont une histoire. Et ces histoires constituent peut-être l'histoire de l'Amérique. Les gens oublient toujours que
la grande histoire n'est que l'addition ou la multiplication des petites histoires. Pour comprendre l'Amérique, je discute avec le clochard, je discute avec le Mexicain qui vend dans une échoppe, je discute avec les garagistes, mais je discute aussi peut-être avec la personne qui sort les poubelles. Parce que quelle est la définition, outre le côté intellectuel d'une Amérique? Eh bien, l'Amérique, c'est une composition de plusieurs minorités, donc des vies les plus disparates qui cherchent à peut-être trouver un centre de gravité. C'est pour cela que dans ce livre, eh ben, vous trouverez toujours des clochards, parce qu'aujourd'hui, si vous arrivez à Los Angeles, ce qui va vous recevoir, ce n'est pas forcément les étoiles de Hollywood. Vous allez aller à Rhodes Street, par exemple, là. Vous allez trouver l'ensemble de ces clochards qui sont là. Et vous allez vous demander comment la première puissance au monde n'a jamais pu régler la question la plus forte qui est devant elle, c'est-à-dire celle des laissés pour compte. Il y a plus de malheureux que j'ai vus dans ma vie aux États-Unis que dans n'importe quel pays que j'ai parcouru jusqu'à présent. Et c'est ça, cette rumeur que je voulais mettre à l'intérieur, mais ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. Merci, merci Alain. Alain, on va centrer un petit peu la question sur ton essai Lettre à Jimmy, paru en février 2009. Et parce que toute ton œuvre parle beaucoup du Congo. Et voilà qu'il y a un livre, en fait, qui échappe à cette espèce de règle, en fait, le Congo natal. Et dans cet essai, tu es en dialogue avec James Baldwin. Et je considère ça comme quelque chose que tu avais vu bien avant, parce que James Baldwin n'était pas encore à la mode. On est en 2009, il n'y avait pas encore le film de Raoul Peck, il n'y avait pas encore la réédition de ses livres en France, dans le monde francophone. Est-ce que tu avais vu venir en fait quelque chose avec, parce que je pense que ce dialogue franc avec ce James Baldwin que tu considères comme un mentor, comme un grand frère, comment tu as su cette rumeur-là, que James Baldwin allait être incontournable? Je pense que c'est même paradoxal parce que moi, j'ai rencontré James Baldwin par hasard. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 2002, je ne parlais pas un seul mot d'anglais. Il fallait bien que je commence à parler en anglais, mais la meilleure manière d'étudier l'anglais, c'est de lire. Je me suis dit, je vais lire un auteur que j'aime beaucoup, dont j'ai lu simplement un livre en français, et c'était James Baldwin. J'ai acheté l'ensemble de ses œuvres, publiées à la Bibliothèque nationale américaine par Toni Morrison. Et c'est gros, ça a l'air d'être comme la Pléiade avec une sorte de tissu à l'intérieur. Et tous les jours, je me mettais à lire James Baldwin. Et je me rendais compte que cet auteur me parlait personnellement. Sa vie était chaotique. Dans les années 60, il était déjà un des intellectuels des droits civiques aux États-Unis. Il a fui le Harlem de l'époque où il y avait les Ku Klux Klan, les pendaisons des Noirs, la ségrégation, la raciale, tout ce qui existait là. Il a migré en France, laissant tout derrière lui pour aller peut-être protéger ce qui était essentiel en lui, c'était la création. Et moi, je fais le contraire, je viens aux États-Unis, mais je ne suis pas persécuté. Donc, j'estimais que je devais écrire ma rencontre avec James Baldwin, d'où le titre du livre « Lettre à Jimmy ». Et à cette époque-là, quand j'ai commencé à l'écrire en 2007, j'ai signé le contrat en 2007, toujours chez Fayard, personne ne parlait encore de James Baldwin. Le manuscrit, d'ailleurs, avait été refusé par quelqu'un qui a dit « Oui, mais on ne lit pas Baldwin, ça ne sert à rien. Écrivez-nous quelque chose. » Ils m'ont donné un écrivain du moment. J'ai dit « Non, je vais écrire sur James Baldwin. » Et c'était la surprise générale, puisque quand le livre de Lettre à Jimmy est sorti, tout le monde le lisait comme un roman. Et ça a été, pour les éditions Fayard, un succès, comme si c'était un roman. Et à ce moment-là, le roman, moi, quand j'ai croisé Raoul Peck à Los Angeles, Raoul Peck m'avait dit qu'il avait lu Lettre à Jimmy. On se croisait à l'aéroport de Los Angeles. Donc, c'est peut-être des coïncidences comme ça qui font qu'un écrivain devient
emblématique pour vous et devient presque votre mentor. Et j'étais très content de voir, et je suis toujours content de voir aujourd'hui que tout le monde ne jure plus que sur James Baldwin. Mais moi, j'ai fait ma part de travail et le reste, la postérité peut continuer. Tu as parlé du regard dans Rumeurs d'Amérique, ce regard en fait qui va vers les marges. Tu as parlé de ces vies manquées, ces vies brisées, qui seraient en fait l'articulation de ces vies, de ces histoires-là qui amèneraient à une grande histoire, l'histoire de l'Amérique. Tu as beaucoup parlé de racisme dans ton livre Lettre à Jimmy. Mais il y a aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de l'Amérique, la question du racisme est fondamentale. Tu as cité aussi Toni Morrison. Aujourd'hui, Alain, est-ce que tu peux fixer pour nous? Je sais que tu es devenu un spécialiste de James Baldwin depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Tu as tout lu de James Baldwin. Tu as fait même quelques préfaces. Tu as fait la préface de Harlem Quartet, c'est ça? Tu as ce roman-là. Donc, et ce que je te demanderais, Alain, de signaler pour nous autres qui t'écoutons ici, je te préviens qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent. Aujourd'hui, comment expliquer l'actualité de James Baldwin, qui est même devenu comme une espèce de nécessité pour comprendre l'Amérique, en fait, lire James Baldwin. Aujourd'hui, s'il faut expliquer la raison fondamentale qui ferait qu'on puisse lire James Baldwin, c'est une raison pratiquement prophétique. Quand il a écrit un livre comme La prochaine fois le feu, rien que par le titre, on avait déjà quelque chose qui viendrait. Et un livre comme ça, La prochaine fois le feu, est écrit dans les années 60. Mais le feu, nous commençons à le voir aujourd'hui aux États-Unis, où en réalité, les méthodes du racisme ont changé pour paraître parfois un peu escamotées derrière des habits propres, mais en réalité, toujours avec plus de crudité. James Baldwin était celui qui avait expliqué au monde entier qu'il ne suffit pas que tu sois noir comme moi pour que nous puissions simplement avoir à discuter que sur la couleur. Ce qui importait à James Baldwin, c'était la question de l'expérience que vous avez, de la rencontre. Il parlait de la rencontre, de l'expérience. La même rencontre que vous trouvez dans les théories d'Édouard Glissant qui parle de la relation. La rencontre est fondamentale parce qu'on peut toujours trouver des gens mauvais des deux camps, que ce soit du côté des Blancs ou des Noirs, puisqu'il s'agit de ce racisme-là en général pour les Noirs aux États-Unis. On peut également trouver aujourd'hui des suprémacistes noirs qui sont en train de travailler pratiquement avec les suprémacistes blancs. Ça existe. Donc, James Baldwin, aujourd'hui, est à lire pour comprendre que l'Amérique est toujours empêtrée dans la question raciale et que la liberté que nous avons tous d'être des êtres humains ne sera complète que lorsque nous pourrons juger les gens, non pas par rapport à la couleur de leur peau, mais par rapport aux actes qu'ils posent et aux conséquences qui sont liées à ces actes. J'ai vu que tu parlais dernièrement dans une émission du dernier livre de Barack Obama, Une terre promise. Et puis, je pense que tu parles beaucoup de la question raciale aux États-Unis et de la question sociale aussi. Donc, peut-on dire qu'aux États-Unis, pour revenir à un livre monumental, le livre de Charles Mills, que le contrat social fonde le contrat racial? Et tu as parlé beaucoup de suprématie blanche. Après ce qu'on a vu dans l'assaut du Capitole, etc., aujourd'hui aux États-Unis, comment en fait la question sociale, est-ce que la question sociale recoupe la question raciale? C'est une sorte de conglomérat. Il est difficile aux États-Unis de faire un contrat social parce que ce pays n'a jamais donné une définition de ce qu'est la société américaine. La société américaine est définie par compartiments. Chacun des groupes de sociétés essaye de définir l'Amérique selon le prisme de ses propres cultures. Et on a cherché pendant longtemps, est-ce que l'Amérique, ce contrat serait plutôt une addition de nos cultures?
Donc, on célébrait Black Friday, Hispanic Friday, les études américaines, noires américaines. Est-ce que ça serait une addition? Est-ce que ça serait une multiplication? C'est-à-dire prendre encore des gens qui donneraient plus de dimensions. Mais la définition actuelle que nous avons du contrat social, celle que nous a proposée récemment les élections présidentielles, c'est que de plus en plus, des gens sont en train d'imposer une définition du contrat social américain par le biais de la division. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas de perdre les privilèges qu'on a eus pendant longtemps grâce au camp racial supérieur qui était censé le nôtre à l'époque. D'où tout ce mouvement qui s'écoule et qui est en train de se couler avec les Donald Trump. Vous voyez même lorsqu'il part, lorsqu'il est parti, les sénateurs continuent à le suivre parce qu'il y a derrière 75 millions de gens aux États-Unis qui préfèrent la division. C'est vrai qu'en face, vous allez avoir, je ne sais pas, 85 ou 90 millions qui préfèrent l'addition, la multiplication. Mais en général, on écoute plus les conséquences de la division que les bienfaits peut-être du rassemblement. Et donc, ce contrat social est de plus en plus difficile à faire. Peut-être que la définition de l'Amérique ne doit pas forcément venir dans l'esprit de ceux qui sont américains tels quels, mais des gens qui viennent d'ailleurs et qui montrent à ceux qui sont censés être des Américains que l'Amérique est une terre de liberté, de fraternité et d'égalité, mais on n'a jamais réuni ces trois éléments. Alain, tu as l'habitude d'écrire au président. On a suivi tes démêlés avec Macron en France. On a suivi tes démêlés avec les dictateurs en Afrique. Oui. On a suivi tout ça. Et aujourd'hui, par rapport à cette société tellement divisée, cette Amérique tellement divisée, tu nous as parlé de la division maintenant qui structure même cette Amérique si polarisée. Est-ce que si on devait faire une adresse à Joe Biden ou bien à Kamala Harris, qu'est-ce que Alain Mabanckou dirait à ces gens-là qui dirigent ou qui prétendent diriger cette Amérique si morcelée? L'adresse que je ferais, ce serait de redire que la liberté, ou peut-être même la démocratie, n'est pas acquise. Il n'y a aucune nation au monde qui se repose sur l'oreiller de la démocratie et qui est satisfaite d'elle-même. Mais par contre, on peut trouver les moyens d'avoir un peu plus d'humanité dans ce qu'on fait. Ce n'est pas changer de président qui compte, mais c'est changer la vie des Américains. C'est faire de l'Amérique une terre où tout Américain et toute Américaine vont se dire « nous sommes chez nous, on peut reposer tranquillement, on peut avoir un avenir ». Mais ceux qui sont ici n'ont pas cette dimension. Les démocrates ont pris le pouvoir, gentil, c'est bien. Donald Trump est parti, c'est bien. Mais les gens n'oublient pas que dans 2 ans, on a les midterms, l'année prochaine, on a les élections sénatoriales ou je ne sais pas quoi. Tout peut changer. L'Amérique, c'est un pays météorologique. Aussitôt que vous avez pris cette voie, ça a changé de l'autre côté. Donc, je dirais à Kamala Harris et à Joe Biden, essayez au maximum de réaliser au moins le tiers de ce que vous avez promis, parce que si ce n'est pas le cas, eh bien, nous aurons cette fois-ci le contrat social de la division. Et ça, je crois que les suprémacistes ont essayé. Ils pensent qu'ils ont gagné au Capitole, mais la prochaine fois, ça sera le feu. Et malheureusement, il faut relire James Baldwin. La prochaine fois, le feu. Voilà. Oui, au Collège de France, allez, on va revenir à la littérature là. J'assistais le 17 mars 2016 à ta leçon inaugurale. Et Lettres noires, des ténèbres à la lumière. C'était l'intitulé de ta conférence inaugurale. Tu disais ceci, Alain. L'Afrique a pendant plusieurs siècles été vue, imaginée, fantasmée par les Européens
comme un continent sauvage, ténébreux, matière première des récits d'aventure et d'exploration, teintés d'exotisme, qui ne laissait pourtant entendre qu'une seule voix, celle du colonisateur. Parlons de l'Afrique aujourd'hui. Où est-ce qu'on est avec cette parole du colonisateur qui prétendait civiliser les bons sauvages? Où est-ce qu'on est avec cette littérature dite africaine? Je pense que la littérature africaine a pris une voie éclectique aujourd'hui. Et je pense que nous devons comprendre aussi que cette littérature est sans doute celle qui a le plus épousé les turbulences du continent africain. On a eu, comme on a dit, l'époque de littérature des expéditions, on a eu la littérature coloniale, on a eu ces littératures exotiques. En 1921, nous avons eu le premier noir qui a eu le prix Goncourt, René Maran. Et puis par la suite, on a eu toute cette littérature africaine qui réclamait les indépendances africaines. Hein, la littérature des années 50, la littérature des Mongo Betty, mais aussi de Kamara Lai, la littérature plus tard de Cheikh Hamidou Kane pendant les indépendances. Et puis, on a eu cette littérature aussi liée à la dictature dans les années 70, parce que à partir des années 70, c'est-à-dire 10 ans après les indépendances africaines, les Africains n'ont rien fait de mieux que d'embrasser les dictatures, et les dictateurs en question sont toujours au pouvoir. Les dictateurs, c'est quelqu'un qui pense qu'il est le seul à avoir le droit à gouverner un pays et que sa famille est la plus belle et la plus intelligente au monde. Et elle se trouve toujours de l'autre côté. Donc, années 70, 80, littérature de la dictature, influencée aussi par celle des latino-américains, avec les Gabriel Garcia Marquez, par exemple. Dans les années 90, beaucoup d'immigration. La France change les lois, la question du voyage vers la France devient très importante et très suicidaire. On a, dans ces années 90, une certaine littérature d'immigration, mais aussi une littérature en France, des Noirs qui vivent là-bas, avec les Calix Beyala à cette époque-là, mais aussi des Maghrébins comme les Rachid Djaïdani, un peu plus tard les Faiza Ghen. On a eu, dans les années 2000, on ne va pas continuer à parler de la migration. Dans les années 2000, on a commencé maintenant à avoir une certaine littérature dite la littérature monde. C'est dans le mouvement que nous avions lancé à Étonnant Voyageur. Je salue d'ailleurs la mémoire du regretté Michel Lebris. Dans les années 2000, nous avons eu cette littérature monde, qui a été l'acte de naissance peut-être aussi de la liberté thématique et intellectuelle de l'écrivain africain. L'écrivain africain n'était plus obligé d'écrire que sur la case de son père. Il peut aussi décrire la neige, il peut décrire autre chose. C'est cette littérature du monde qui est portée aujourd'hui beaucoup plus par les écrivains anglophones. Chimamanda Ngozi Adichie, Teju Cole, qui sont des ambassadeurs de notre littérature dans le monde. Le monde francophone est un peu coincé toujours par son pacte parisien et difficile à se détacher des rives de la Seine. Mais aujourd'hui, quand je lis des écrivains qui voyagent, même mes petits frères comme les Max Lobé qui sont en train de porter cette littérature, ça fait plaisir de comprendre qu'une littérature africaine en bonne santé est une littérature qui voyage, est une littérature qui affronte les saisons et les intempéries, est une littérature qui change de météo. Ça ne doit pas être une petite littérature recroquevillée dans l'espace champêtre de son papa ou de sa maman, mais ça doit être une littérature avec des ailes qui va très loin. Alain, je te pose la question à toi comme écrivain aujourd'hui. La matière première de l'écriture, c'est-à-dire la réalité, est tellement manipulée par le politique, par le discours social aujourd'hui, de manière où, avec ces mutations de la réalité, on ne sait plus qu'est-ce que c'est que le réel, avec toutes ces théories de complot. Comment tu te sens comme écrivain? Est-ce que tu sens dans ton imaginaire d'écrivain que tu es menacé par la matière première
de ton travail qui est le réel? Je pense que l'écriture est une sorte aussi de quête d'une autre forme de réalité. Et lorsque je lis par exemple le joli livre de Mario Vargas Llosa qui s'appelle Lettres aux jeunes romanciers, c'est que Mario Vargas Llosa explique ce qu'il appelle le pouvoir de persuasion. Pour persuader le lecteur ou la lectrice que le roman a une force, il faut arriver à l'extraire de la réalité et à faire croire à cette lectrice ou à ce lecteur que la vraie réalité se trouve dans le roman. Aucun roman ne peut avoir de l'assise s'il ne parle pas de la réalité. Je ne cherche pas à m'extraire justement de cette réalité. Je cherche à prendre cette réalité et peut-être à en arranger les contours pour permettre à quelqu'un qui aimerait voyager avec moi, peut-être de voir un autre monde, tout en lui disant que ce monde, c'est celui de la fiction, mais la fiction est nécessaire aussi pour exister dans la réalité. Merci Alain, mais je sais que tu as lu, tu as compris, tu as enseigné Césaire, tu as enseigné Senghor, tu as enseigné Damas, tu as enseigné Mongo Betty. D'ailleurs, on l'a rencontré ensemble à Tunis, Mongo Betty en 2001, et que Thierno Monenembo, et tu as aussi maîtrisé Frantz Fanon, que tu cites d'ailleurs beaucoup. Et il y a une question, Alain, qui me fait penser beaucoup, qui évoque chez moi une espèce d'impasse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de racisme, mais je ne sais pas si on sait comment parler du racisme. Ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une manière de parler de racisme sans tomber dans le racisme? Donc, est-ce qu'il y a un antiracisme qui peut éviter de glisser dans le racisme? C'est très délicat parce que la définition du racisme peut parfois revêtir des formes subjectives. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes coincés lorsque nous voulons avoir un discours sur la race. Aujourd'hui, si je passe à la télévision et que je suis en train de parler de la race, le blanc verra forcément que je suis en train de défendre mon peuple, le peuple noir. Mais dans le même temps, si j'essaie d'être dans l'objectivité, d'attaquer une situation qui s'est déroulée du côté des Noirs, un comportement que je n'ai pas aimé de certains Noirs, mais mon propre camp va me dire que je suis un vendu, que je suis payé peut-être par les Blancs. Donc, c'est toujours un peu délicat de parler de la question de la race parce qu'il n'y a aucune école, il n'y a aucun livre qui nous a appris ces travers. Les livres que nous avons lus nous ont montré que le monde était divisé entre ceux qui étaient civilisés et ceux qui n'étaient pas civilisés, que l'intelligence était, semble-t-il, occidentale et que les autres devaient s'aligner comme des moutons de Panurge pour suivre la voie. Toute la littérature, je ne sais pas, d'expédition qu'on a vue a présenté le noir comme étant un sauvage habillé, je ne sais pas, avec des peaux de léopard. Et tout l'Occident a vécu pendant longtemps gonflé, comme dirait Aimé Césaire, de pestilence et d'une certaine arrogance de la suprématie de la culture occidentale. Et donc, si vous prenez le temps de déconstruire ce racisme, par exemple occidental, eh bien, les Occidentaux vont vous qualifier de fanatiques. Ils vont vous qualifier de suprémacistes aussi. Ils vont vous qualifier de celui qui veut remplacer un pouvoir racial par un autre pouvoir racial. Donc, c'est toujours difficile de parler de la question de la race parce que c'est comme un peu l'histoire de la politique où chacun a toujours son opinion. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons au fond de nous cette petite voix qui nous dit que lorsqu'on attaque quelqu'un, lorsqu'on blesse quelqu'un, quelle que soit sa race, on blesse l'humanité. Et donc,
ce qui serait fondamental aujourd'hui, c'est d'écouter tous les discours, quels qu'ils soient, de les analyser avec cette objectivité et de voir les conséquences de ces discours. Vous avez vu comment tous ces discours qui se passent ici aux États-Unis ont causé des conséquences par la suite. Ça, c'est des éléments qui sont objectifs. Mais nous pouvons parler de l'objectivité. Les autres peuvent dire non, ce n'est pas de l'objectivité. C'est des faits alternatifs, c'est-à-dire qu'ils ont leur vérité. C'est difficile aujourd'hui de dire « j'ai la vérité » parce qu'on a tous les éléments pour vous dire que vous n'avez pas la vérité et que la vérité, c'est ce qui est plutôt du côté de l'obscurité. Donc, j'ai du mal à parler du racisme comme tout le monde, mais en réalité, je ne me gêne pas de le faire lorsque je peux le faire et je défends mes idées telles qu'elles sont. Alain, il y a un fondamental dans toute ton œuvre. Ce fondamental, c'est cette enfance, en fait, je dirais cette enfance congolaise et surtout, en fait, l'image de cette femme, Pauline Kenge, qui est ta mère, qui est une vendeuse de bananes au marché. Et parle-nous, Alain, de cette enfance-là, qui n'était pas tellement sérieux, ce n'était pas un professeur d'université, c'était un enfant avec une mère. Non, mais moi, je pense que moi, j'ai eu une enfance dont je suis fier. Elle n'était pas une enfance de luxe, elle n'était pas non plus une enfance de galère, comme on pourrait dire, parce que, comme dit Alfred de Musset, notre verre était petit, mais nous buvions dans notre verre. Ce qui nous a fait grandir, mes parents, moi je suis fils unique, mon père, ma mère et moi, c'est que on se disait que ce qu'on a, même si c'est petit, on s'en contente. On n'allait pas regarder dans l'assiette du voisin. On n'allait pas regarder la maison opulente qui était à côté. Nous vivions dans une maison en planche, toute petite. Ceux qui veulent découvrir cette maison, il y a une photo de cette maison dans mon livre « Lumière de Pointe-Noire ». Et quand je suis retourné là-bas, je me suis dit, mais comment on faisait pour vivre à l'intérieur ? Papa, maman, plus les gens qui revenaient du village et qui venaient à Pointe-Noire. Eh bien, j'ai vécu là, sans électricité, sans la lumière donc, que nous avons aujourd'hui. Et je pensais que c'était la plus belle maison du monde. Elle est toujours la plus belle maison du monde parce qu'au fond, là-bas, j'ai une photo de cette maison. Et c'est là, à l'intérieur de cette petite maison, avec une mère qui n'est pas allée à l'école, avec un père qui était réceptionniste d'un hôtel à Pointe-Noire. C'est dans cette maison que j'ai commencé à découvrir les mots, que j'ai commencé à lire les petits livres que mes parents, mon père me ramenait de l'hôtel Victory Palace, que j'ai commencé à écrire des poèmes, que j'ai commencé à fréquenter l'école Charles Miningou, le collège, le lycée Karl Marx à l'époque, parce que je savais aussi que si je devais peut-être trouver mon chemin, ça serait par la culture. Je ne savais pas jouer au football, je n'étais pas un bon musicien, mais je savais qu'en étudiant, en lisant, j'irais peut-être un peu plus loin. Je deviendrais avocat, j'ai fait les études de droit, mais la littérature m'a rattrapé. Tout cela aujourd'hui, quand je fais le bilan, je me dis toujours que il y a une justice dans ce monde. Où que vous soyez, même quand vous êtes dans la détresse, même quand vous vivez dans la galère, il y a une possibilité pour vous quelque part. Ouvrez les yeux, suivez la petite voie de la raison qui est là. Ne vous laissez pas succomber par ce qui se passe ailleurs. Étudiez votre voie et poursuivez avec acharnement le moindre de vos rêves. Parce que le rêve le plus abouti vous ferait toujours avancer. Eh bien, Alain, je pense qu'on va terminer sur ce mot, si tu le permets, parce que tu devais dire un mot aux jeunes. Je pense qu'on va terminer sur ce mot. Poursuivez avec acharnement vos rêves, où que vous soyez. Et je retiens bien la leçon. J'espère que les jeunes qui t'écoutent retiennent bien la leçon que tout a commencé dans cette petite maison à Pointe-Noire, dans cette petite maison au Congo. Il y avait de la lumière dans cette petite maison.
au Congo. Et c'est là que naissent en fait les étoiles. Merci Alain. Mais en tout cas, je remercie tout le monde hein, parce que je vois que nous sommes nombreux devant nos ordinateurs à écouter et à poser des questions. Merci. Merci pour cet magnifique échange. Alain Rodney, je vous remercie pour cette riche conversation et surtout le dernier message très lumineux, Alain, que vous transmettez à nos spectateurs, un message à retenir absolument par tous. Donc, si vous permettez, je vais être maintenant la porte-parole de nos publics qui sont avec nous. Premièrement, je salue encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, beaucoup de professeurs de français qui se sont manifestés en disant qu'ils ont étudié vos œuvres dans le cadre de leurs cours de français, dans le cadre de leur club de lecture, donc votre œuvre vit de cette manière-là. Donc, alors, je me permets de faire une liaison entre justement les questions et le fait que vous êtes professeur. Ça, on a bien compris que vous êtes un professeur. Votre propos est tout simplement magnifique. On est ici comme des étudiants à boire, à écouter vos paroles, à prendre des notes et ensuite à les appliquer, à les appliquer dans la vraie vie et de vivre avec. Donc, moi, en tant que justement une question pour le prof que vous êtes. Le parrain de la Bibliothèque des Amériques, c'est Dany Laferrière. Et je parie que vous connaissez très bien Dany Laferrière comme son œuvre. Ma question, est-ce que vous enseignez les romans de Dany Laferrière dans le cadre de vos cours? Mais je pense que les romans de Dany Laferrière sont enseignés par mes collègues qui s'occupent beaucoup de la littérature québécoise et haïtienne. On essaye de ne pas se marcher les uns les autres, voilà, parce que UCLA est l'un des plus grands départements d'études, un des plus grands départements d'études francophones au monde. On a plus de 13 professeurs. Donc, il y en a qui s'occupent de l'Afrique, des îles, de la Belgique, de la Suisse, du Québec, d'Haïti, etc., etc. Je peux, à la rigueur, de temps en temps, illustrer quelque chose avec Dany Laferrière sur mes cours des doctorants ou des doctorats, mais je laisse ça à mes collègues. Et puis, c'est plus facile. Laferrière et moi, nous sommes tellement trop complices qu'il me sera difficile de pouvoir enseigner un de mes meilleurs frères. Je comprends. Donc, qu'il s'agit d'une sorte d'amitié littéraire qui existe entre tous les deux. Parfait. Mais maintenant, quelle question qui concerne plus votre œuvre littéraire? Donc, la question sur votre roman Verre cassé. C'est un roman particulier qui se démarque. Il se démarque par la ponctuation, les règles de ponctuation qui n'existent pas, et surtout la très riche intertextualité. Donc, Madame Anna Ryder-Harper nous pose la question, est-ce que vous pourriez nous donner quelques références intertextuelles dans votre roman, quelques-unes au moins? Ben, disons que dans Verre cassé, c'est un clin d'œil culturel global. J'évoque des livres, j'évoque du cinéma, j'évoque de la peinture. Les clins d'œil dès le début se trouvent aussi bien. Vous pouvez aller de Aimé Césaire en passant par Gabriel Garcia Marquez, Mario Vargas Llosa ou Dino Buzzati du côté de l'Italie, mais aussi Sonny Laboutancy du côté du Congo, Dany Laferrière du côté d'Haïti. Donc, c'est vraiment un des livres dans lesquels je parle des livres, en réalité. Verre cassé, c'est le livre d'un lecteur. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé les livres qu'en retour, je leur ai donné mon bonheur de les aimer parce que je savais que tous les livres
rassemblés, ont une histoire. Ouais. Et l'histoire de ces livres se trouve à travers ces titres, mais aussi à travers des clins d'œil. Ça peut être des clins d'œil historiques aussi, hein, parce que si je parle du général de Gaulle qui dit « je vous ai compris », là je fais l'histoire de l'autre côté, ou quand je parle « j'accuse », je parle de l'affaire Dreyfus. C'est un livre de culture générale. Donc il me serait difficile de nommer, puisqu'il y a plus de 500 livres cités à l'intérieur, mais citez pas de manière, je vous lance le catalogue, c'est des phrases qui sont imbriquées, il y en a qu'on peut reconnaître, il y a d'autres qu'on ne reconnaîtra jamais, c'est peut-être le mystère de ce livre, chaque fois qu'on le lit, on retrouve une nouvelle chose. Absolument, c'est toute une richesse, mais c'est ce que vous dites, se retrouve également dans vos essais. Là, j'ai voilà, l'essai magnifique qui se trouve dans notre bibliothèque, la Bibliothèque des Amériques, Le monde est mon langage. Et là, vous nous faites voyager également à travers d'autres écrivains, vos écrivains favoris, inspirants, n'est-ce pas? Et vous nous les présentez d'une manière, encore une fois, tellement pédagogique et tellement enrichissante qu'on a envie d'aller voir, d'aller lire tout simplement grâce à vos conseils. Oui, Le monde de mon langage est un livre aussi de... Si Vers cassé, c'était le livre de l'écrivain, l'écrivain lecteur, ben, Le monde de mon langage, c'est le livre de l'écrivain lecteur voyageur. C'est-à-dire qu'on voit la création en mouvement. Les dialogues sont à l'intérieur, les histoires sont vraies. Ça s'ouvre, par exemple, avec ma rencontre avec le Clésio, le prix Nobel de la paix, de la littérature, le français. Ouais. Mais dedans aussi des petites histoires. Vous allez voir, par exemple, Daniel Laferrière qui prépare le saumon. Vous allez voir Rodney Saint-Éloi qui fume un cigare à l'intérieur de ce livre. Ah. Donc, c'est un peu une sorte de livre qui brassait le monde. Cette littérature dont on parlait tout à l'heure, moi, j'ai confiance que la littérature du monde est une littérature qui fait un bouillon de culture. On met un peu de viande ici. Ben, ceux qui ne veulent pas de viande, on va leur mettre un plat végétarien. Ceux qui n'aiment pas les végétaux, on va leur mettre vegan. Donc, c'est un peu cette sorte de littérature qui est une sorte de patchwork. Hein? Voilà. La littérature, c'est cette sorte de tissu qui mélange toutes les couleurs de peau ou toutes les nuances de l'arc-en-ciel. Magnifique. En tout cas, moi, j'adore votre métaphore culinaire. C'est ce que c'est la littérature et la richesse des textes qui se trouvent dans votre œuvre littéraire. Maintenant, j'ai une question de Madame Cilia Domingo qui nous écrit, qui est avec nous, qui nous écrit de Mexico. Et elle voudrait savoir, ça, vous êtes signataire en 2007 du manifeste pour une littérature monde. Comment cette littérature en langue française, depuis ces manifestes, existe en particulier en Amérique? Ben, je pense qu'en 2007, on a donc publié ce livre collectif pour une littérature monde. Mais bien avant, c'est-à-dire en 2006, j'avais publié dans Le Monde un article intitulé « La francophonie, oui, le ghetto, non ». À l'issue de cet article-là, évidemment, Michel Lebris m'avait dit « J'ai bien aimé cet article, il faudra pousser la discussion vers peut-être un éclatement de la littérature ». Parce qu'à l'époque, la France était rentrée dans la fièvre de créer des collections réservées aux Africains. Et moi, j'étais contre cette sorte de création qui ne justifiait pas forcément la concurrence. C'est-à-dire qu'on ne met pas les Noirs avec les Noirs pour publier pour les Noirs. Vous mettez la littérature au cœur. Si je lis Kawabata ou Kenzaburo Oe, je ne lis pas forcément ces écrivains parce qu'ils sont japonais. Je les lis parce que je vais retrouver quelque chose que Mishima va me parler plus que Sonny Laboutancy, par exemple. Ouais. Donc, je pense que la littérature monde, j'avais signé ça avec joie parce que je sentais que le monde était en train de changer. Et ça croisait aussi, par exemple, ici aux États-Unis, la world literature, cette littérature du monde à l'américaine, c'était pas la même chose que la littérature monde en français. La littérature monde en français combattait
l'hégémonie parisienne de l'édition et de la littérature. En même temps aussi, la littérature monde en français combattait le lien ombilical que les anciens colonisés avaient avec leurs anciens colonisateurs, ce qui les empêchait d'écrire avec une certaine liberté sans avoir l'aval du centre, c'est-à-dire de Paris. Tandis que la littérature monde dans l'esprit des Américains était une littérature qui venait enrichir pratiquement l'espace anglophone en ramenant les Hanif Kureishi, les Salman Rushdie, les Teju Cole, les Chimamanda Ngozi Adichie. Tous ces gens n'avaient pas forcément le même rapport colonial que tous les écrivains francophones ou d'expression française qui avaient à régler des graves problèmes avec la France, des problèmes de conception et des problèmes de respect intellectuel et culturel. Voilà, merci pour cet éclaircissement. Un commentaire de Madame Alina Solochava qui découvre, grâce à vous, qui entend pour la première fois la notion de la suprématie noire. Oui. Est-ce que vous pourriez encore nous aiguiser un peu pour la bonne compréhension de ce terme? Non, mais vous savez, quand vous parlez des suprémacistes blancs, c'est que vous avez dans l'esprit le fait que des gens qui pensent qu'ils devaient être supérieurs parce que, ils ont ces privilèges depuis longtemps et que le monde a toujours été gouverné par les Noirs, par les Blancs. Vous avez aussi des gens qui peuvent estimer que le monde a été dupé où le monde a été dupe parce qu'avant, le pouvoir, il était noir et qu'on avait pris le pouvoir aux Noirs et les Noirs avaient laissé échapper le pouvoir. Il y a comme ça des thèses de suprématie noire aussi qui existent et qui circulent. Vous savez, chacun a le droit de prendre la posture peut-être intellectuelle ou bien même historique nécessaire. Ils vont l'appuyer parce que les suprémacistes noirs vont appuyer ces thèses en disant « j'ai lu que la culture noire préexistait, j'ai lu l'Égypte noire, j'ai lu Cheikh Anta Diop, j'ai lu un tel, et il fait une certaine réaction à ça pour montrer la force et la beauté peut-être de sa propre culture. Bien entendu, ça reste sporadique. Ça reste plutôt de l'ordre d'un militantisme dans ce sens. Ça n'a pas les conséquences qu'on voit aujourd'hui avec les suprémacistes blancs qui vont directement attaquer, qui ont toujours attaqué. On a eu le Ku Klux Klan, on a eu des choses. Les Noirs ont toujours plutôt résisté. Si on a eu les Black Panthers, si on a eu les Black Muslims, c'est parce qu'ils résistaient aux attaques qui venaient de la classe dominante qui, elle, était blanche. Merci pour ces rappels historiques aussi. Écoutez, on approche vraiment, c'est la fin de notre rencontre passionnante. Il y a beaucoup d'autres, Monsieur Mabonkou, il y a beaucoup d'autres questions encore à vous, mais il faut qu'on s'arrête. Moi, je voulais finir avec un commentaire de tout un autre genre. Oui. Une madame Julie Huard nous a dit qu'elle adore votre couleur que vous portez, ainsi que celle de Rodney. Elle apprécie énormément le tonalité que vous représentez de petits mauves. Donc voilà, une petite remarque plus légère. On n'avait pas fait exprès, hein, on ne sait jamais. C'est une coïncidence, mais c'est ça les frères, on se parle par télépathie. Voilà, donc de belles couleurs, voilà, vous portez de très très belles couleurs. Donc écoutez, je vous remercie énormément de votre générosité, de votre temps, d'avoir partagé tant de choses, de nous avoir donné une leçon sur la littérature, sur la compréhension, sur le voyage littéraire qu'on a fait avec vous. Donc, grand merci. Je m'adresse maintenant à tout notre public en disant que
Cette conversation littéraire enregistrée sera diffusée sur le site de la Bibliothèque des Amériques. Et je répète également qu'Alain Mabankou reste avec nous grâce à ces livres qui sont disponibles dans la Bibliothèque des Amériques. Donc, vers casser le langage, Le monde de mon langage, Port épique et d'autres, les lettres à Jimmy aussi, tout est dans la bibliothèque et c'est ainsi que la rencontre littéraire avec M. Mabankou peut encore continuer. Donc, je vous invite à la fin de cette rencontre, vous allez recevoir un court sondage à faire. Je vous invite à le remplir. Également, j'invite tout le monde à s'inscrire, à devenir membre du Centre de la francophonie des Amériques. L'adhésion est gratuite. Vous pourriez recevoir plusieurs infolettres avec nos activités. Donc, l'adresse à retenir, c'est francophoniedésamériques.com. Et pour rappel, la prochaine rencontre littéraire, la dernière, va avoir lieu le mardi suivant, 23 février à 18h. Et à l'honneur, ce sera Emily Prophète, une auteure importante de la littérature haïtienne, une auteure qui va nous parler de l'importance de la femme dans la société haïtienne, entre autres. Donc, je vous remercie. Merci pour votre présence. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. C'était une expérience extraordinaire et je vais écouter les sessions d'avant et celles qui vont venir. Merci encore, Monsieur Mabankou. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci.